Perfetto. Bene, buongiorno a tutti. Per chi vuole ascoltare l'inglese deve fare il 2, francese 3, italiano 4 e spagnolo 8. Abbiamo questa presentazione nell'ambito della delegazione Maghreb, quindi ci sono prima alcuni compiti che devo svolgere perché dobbiamo adottare, e non credo che non ci siano obiezioni, il progetto di ordine del giorno, così come l'adozione delle minute delle riunioni, e come sanno tutti i colleghi, se non arrivano osservazioni entro domani mattina alle 10 si danno per approvate. Ho poi delle comunicazioni da fare generali che riguardano il fatto che la prossima settimana la delegazione Maghreb prenderà parte alla prima riunione ordinaria dell'Assemblea paritaria Unione Europea Tunisia. La delegazione prevede inoltre una serie di importanti incontri con alcuni esponenti del governo recentemente costituito e con i rappresentanti della società civile. E la nostra presenza a Tunisi è organizzata questa volta congiuntamente con la Commissione Cultura del Parlamento europeo. Informo ulteriormente che alla fine del mese di ottobre poi la delegazione Maghreb si recherà in Algeria per una serie di incontri importanti. Sarà ovviamente mia cura informare del programma e delle date esatte tramite il segretariato. Ovviamente inviteremo i membri che sono interessati a esprimere il proprio interesse appunto a prendere parte a questa delegazione quanto prima. Queste sono le comunicazioni che volevo fare. Il tema all'ordine del giorno riguarda la presentazione del progetto Magrenov. Importante per noi questa riunione che facciamo oggi. Sono lieto di dare il benvenuto ai rappresentanti del progetto e questa riunione è infatti dedicata a questa presentazione e alle presentazioni dei risultati del progetto che è prossimo alla sua conclusione. Questo progetto è stato finanziato dall'Unione Europea. Il consorzio costituito nel 2013 mirava a riunire vari operatori economici provenienti dai paesi europei e del Maghreb per creare un'area dell'innovazione comune euro-mediterranea. E Magrenov è strutturato attorno a 3 pilastri principali. Voglio ricordare il primo concerne la creazione di capacità di conoscenza e la promozione dell'innovazione nei settori delle energie rinnovabili in ambito mediterraneo. Il secondo pilastro mira a coordinare negli Stati membri e nei paesi partner del Mediterraneo intese a supportare lo sviluppo di energie sostenibili e a creare sistemi energetici integrati. E infine il terzo pilastro prevede la messa in opera di schemi di mobilità tra giovani accademici e le aziende e le comunità di ricerca nell'Unione Europea e negli altri paesi interessati. Io penso che questo progetto è un progetto che può offrire grandi opportunità di sviluppo di nuove imprese, di creazione di nuovi posti di lavoro e può oggettivamente contribuire alla crescita economica del bacino del Mediterraneo. È altresì importante che il Parlamento e la nostra delegazione possano acquisire una conoscenza di prima mano di questo importante progetto. Questo evento è diviso in 2 fasi distinte. La prima istituzionale, appunto questa che viene ospitata dalla delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb,
e poi una breve pausa caffè, precederà la seconda sessione di natura più tecnica. Al termine verrà offerto sempre da queste parti un cocktail. L'agenda quindi è piuttosto ricca, quindi mi taccio e do la parola al primo oratore, al signor Claude Ayache, coordinatore del progetto. Sapete che abbiamo tempi contingentati e alle 15:15 dobbiamo esaurire questa prima fase, per cui darei la parola per un massimo di 10 minuti alla signora Ayache. Prego. Grazie mille, Presidente Panzeri, pour nous accueillir dans cette session formelle de la délégation du Maghreb. Messieurs les députés, messieurs les représentants des États partenaires méditerranéens, je vous salue et je vais essayer effectivement de tenir les 10 minutes que me propose Monsieur Panzeri. Pilar. Je vais séparer ma présentation en 3 parties. Un rapide rappel historique, les tenants et les aboutissants du projet Magrenov. Monsieur Panzeri a déjà mentionné un certain nombre d'éléments, et puis savoir aussi comment on va pouvoir continuer l'expérience de ces concepts de Earthwise Project, donc c'est qui se focalisait sur l'innovation en régime méditerranéen et est-européen. Et donc l'idée clé à laquelle nous sommes arrivés à un certain nombre de partenaires, c'est l'idée du besoin d'un partenariat public-privé dans l'énergie durable pour aller de ce qu'on appelle l'espace euro-méditerranéen de l'innovation, qui est un espace jusqu'à présent collaboratif, à une structure beaucoup plus intégrée, donc d'où le slogan From EMIS to EMIS. Le rappel historique. Donc, on est arrivé très récemment donc à 20 ans de dialogue euro-méditerranéen institutionnel, d'abord sous le processus de Barcelone et puis l'Union pour la Méditerranée, avec beaucoup de réunions de représentants des États membres, que ce soit d'abord le MOCO, le GSO, pour la partie ouest de la Méditerranée, le groupe 5+5. Ce qui est très important également, c'est de rappeler toute la politique d'action structurante menée par l'Union européenne avec des instruments particuliers, spécifiques, donc les projets Bilat, les projets Inconet, le projet particulier Mira qui a été vraiment un bouillon de culture pour partager une vision commune, et en particulier donc d'où est sorti le fameux EMIS, Euro-Mediterranean Innovation Space, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Un moment important a été la conférence de Barcelone en 2012, et également, donc dans la foulée, le lancement des projets Earthwise, qui arrivent maintenant tous à échéance. Ces projets ne sont pas des projets très hautement financés, de l'ordre de 1 million d'euros, mais ils nous ont permis de tester un certain nombre d'idées que justement on avait développées dans la phase précédente. Donc je vais essayer maintenant de vous présenter ces éléments. Sur le projet Magrenov et les 3 piliers, M. Panzeri a déjà mentionné de quoi il retournait. Je ne rentre pas trop dans les détails. Disons qu'on se focalise sur les renouvelables et l'efficacité énergétique. Le knowledge triangle entre l'éducation, la recherche, les résultats de la recherche et l'innovation, business creation, et puis également le capacity building. Dans le domaine de l'éducation, on a créé un réseau avec un core group d'universités, à la fois européennes et du Maghreb,
Donc le responsable de cette action était Josep Bordonó, donc de l'UPC, Politecnica de Catalogne. Disons, ce core group est capable de rayonner sur un ensemble beaucoup plus important d'universités, mais le gros avantage, c'est donc d'avoir créé une structure qui est force de proposition. Et donc, elle est aujourd'hui prête pour à la fois s'inscrire dans la durée et puis s'étendre également à d'autres éléments. Capacity building, je retiens juste un élément qui est la création conjointe de roadmap d'innovation euro-méditerranéenne particulière, donc qui essaye de focaliser sur ce qui peut être spécifique dans les différentes technologies, la différente mise en œuvre des technologies tout au long de la chaîne de la valeur dans les partenariats méditerranéens. Le problème, c'est donc de réduire le gap économique et social nord-sud, et puis également faire face conjointement au changement climatique qui nous menace tous. Donc, il faut maintenir cette base de données, mais on a un réseau d'experts qui est apte à le faire. On a également développé donc des actions conjointes entre la Kikino Énergie et l'IRESEN au Maroc, l'Institut de recherche sur l'énergie solaire et les énergies nouvelles. Donc M. Badriken arrive et il pourra en parler un peu plus. Donc ce qui est important, c'est de voir que là encore, on a pu mettre sur place une organisation d'appels conjoints. Donc c'est des appels qui peuvent monter sur des innovations entre le Maroc et l'Union européenne jusqu'à 1 million d'euros. Donc ce n'est pas négligeable, avec les thèmes spécifiques que j'ai mentionnés précédemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est entendu sur le management de la propriété intellectuelle et sur des contrats conjoints. C'est-à-dire les contrats sont émis au titre les contrats sont émis au titre à la fois de l'IRESEN et de la Kikino Énergie. Ce qui est intéressant au niveau du bottom-up des projets qu'on a sélectionnés, c'est de voir la force du nexus énergie, water, food. Les gens sont prêts à partir là-dessus. Donc là encore, on est prêt à développer et à étendre à d'autres pays ce modèle. La Tunisie étant toute prête. On a également essayé d'avoir une vue un petit peu plus politique, en essayant de voir quels sont les paramètres qui peuvent permettre de développer la convergence. On a produit trois papiers white paper, papier blanc, donc autour de 3 thèmes: les nouveaux programmes éducatifs orientés vers l'entrepreneuriat, les infrastructures de recherche adaptées aux besoins méditerranéens, régionaux, et puis quelle route pour stimuler l'innovation et la création d'entreprises. On a également réfléchi à différents modèles de financement public-privé pour la suite de nos activités. Donc c'est là que je reviens donc sur la durabilité de notre expérience. Donc notre expérience, elle n'est pas isolée, elle rejoint ce que nous appelons l'alliance euroméditerranéenne des Earthwise. Donc dans la deuxième session, Alberto Solaci présentera en détail les choses. Il est clair que derrière ces 7 réseaux, il y a toute une structure de relations. Là, pour exemple, il y a tous les clusters à la fois européens et méditerranéens que nous touchons dans ces projets. Donc on a une section efficace très importante.
Là encore, donc, on est arrivé à la conclusion de passer à un EMIS qui soit un système intégré, et nous proposons donc de baser cela sur un partenariat euro-méditerranéen dans le domaine de l'énergie durable comme clé de cette intégration. On a élaboré depuis un an à peu près un certain nombre de documents. Donc, à l'issue d'une réunion à Messine en octobre 2015, nous sommes entendus sur 10 priorités qu'on appelle les 10 points de Messine. À la réunion des GSO du 20e anniversaire, donc de la coopération institutionnelle, Monsieur Shahabouni a avancé l'idée du besoin de structurer l'EMIS davantage. Une conférence à Marseille donc, qui a réuni de nombreux pays, de différents secteurs et différents pays. Plus de 10 projets européens ont été aussi impliqués dans les travaux de cette conférence. Et puis, donc, à partir des meetings finaux d'Etrera 2020 et de F4 Bativ, donc de R2I, on a affiné cette idée de From EMIS to EMIS et de partenariat public-privé. Si on veut, à grands traits, caractériser ce qu'on a dans la tête autour de ce partenariat. On veut adresser conjointement, avec un souci de co-développement, co-création, co-propriété, co-ownership, des challenges spécifiquement euro-méditerranéens. Donc réduire les gaps sociaux et économiques qui malheureusement ces dernières années se sont accrus, et s'adapter au changement climatique dont l'impact est de plus en plus sensible, à la fois sur le nord de l'Afrique et au sud de l'Europe. On a beaucoup d'acteurs avec des démarches de groupement. Il est important de capitaliser sur l'expérience qui a été gagnée par ces acteurs et de voir comment les structurer au mieux dans un souci à la fois opérationnel et orienté vers des résultats, vers l'impact de nos actions. On a réfléchi également un travail qui doit se développer également, donc sur des drivers thématiques spécifiques euro-méditerranéens qui rejoignent nos idées de roadmap, mais pas que cela. Et puis, donc, on a identifié 5 actions orientées pour avoir à la fois un quick start et s'inscrire dans la durabilité. Pour nous, il est très important d'avoir un focus sur les énergies, les marchés d'innovation dans le domaine de l'énergie. Il ne faut pas se disperser. Il est très important que nous avancions là-dessus. Promouvoir aussi les ressources, le facteur humain, qui est absolument essentiel. Donc, créer des game changers euro-méditerranéens à l'interface entre la meilleure technologie et la réalité des besoins et des marchés, avec, sans oublier la formation professionnelle de haut niveau. Continuer et étendre les appels dédiés pour les projets d'innovation, soutenir la création euro-méditerranéenne de business, en particulier en mettant en réseau les clusters que je vous ai montrés précédemment, avoir également des plateformes de recherche et de tests communes et des programmes de démonstration conjoints. Enfin, et ce n'est pas la moindre chose, c'est la finance pour l'innovation. Il y a beaucoup d'argent pour des investissements dans le secteur, mais il nous semble important de sécuriser l'innovation. Voilà ce que j'avais à dire en gros traits, Monsieur le Président, et je vous remercie encore une fois pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ces éléments.
Grazie a lei, signora Ayache. Direi che nel tempo contenuto è stato in grado di illustrare un po' il senso e gli obiettivi. Passiamo ora al secondo oratore, il signor Abdesalam El Kazem, vice direttore dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Energia della Tunisia. Darei la parola anche a lei per una decina di minuti. Prego. Merci, Monsieur le Président. Et merci pour cette opportunité pour présenter un peu le cadre de l'innovation en Tunisie. Donc, juste pour continuer l'approche qui a été présentée par M. Claude. Et qu'est-ce qui s'est fait? Quelle est la stratégie tunisienne en matière de développement et de recherche et d'innovation? Et en parcourant ma présentation, je vais aussi axer un peu sur ce que fait en matière d'innovation dans le domaine d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc, comme tout début, l'innovation est un moyen, est devenu une condition pour une économie réussite. Et lorsqu'une économie est novatrice, elle est plus ouverte aux nouvelles idées et à la nouvelle technologie, ce qui nécessite tout un système bien défini. Donc, la Tunisie, ces dernières années, consciente du contexte géoéconomique exceptionnel qui voit le pays de plus en plus confronté à la concurrence, a multiplié les efforts pour l'amélioration de son système de recherche et d'innovation, aussi bien du point de vue de l'attribution de la responsabilité que de la mise en œuvre de mécanismes et d'instruments pour son développement et sa promotion. Les piliers du système d'innovation tunisien sont essentiellement à travers des structures pour l'innovation, mais aussi des structures d'appui, des programmes d'appui et, comme a conclu M. Claude, par des mécanismes de financement pour promouvoir l'innovation. Commençons par l'innovation. Donc, un centre a été nouvellement créé au sein de l'Agence de promotion de l'énergie, de l'industrie de l'innovation, qui a pour mission accompagner les entreprises dans leur démarche d'innovation et d'amélioration des performances grâce à des conseils pertinents et des prestations de haut niveau. Ce centre a sa charge d'encadrer et d'aider les entreprises économiques à identifier leurs besoins en matière d'innovation technologique et d'œuvrer à la valorisation des résultats de la recherche et du transfert de la technologie. Il est responsable, ce centre, il est responsable de la diffusion de la culture d'innovation technologique à travers la vulgarisation des programmes et des mécanismes liés à l'innovation et la valorisation des résultats de recherche et de transfert technologique. Les structures d'appui sont plusieurs en Tunisie, et commençons par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, qui est un établissement public qui a mis en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion du secteur industriel et de l'innovation en tant que structure d'appui aux entreprises et aux promoteurs. D'autre côté, il offre des prestations de produits sous forme d'information, d'accompagnement, d'assistance et de partenariat de type. De l'autre côté, on trouve l'Agence nationale de la promotion de recherche scientifique qui assiste les structures publiques de recherche dans les domaines de valorisation de la recherche et accompagner l'émergence du système national d'innovation à travers essentiellement trois métiers: soutien au programme de projet de recherche, soutien à structure d'interfaçage et prestation de services pour faciliter le transfert dans le cadre de partenariat public-privé. Puis aussi, on a l'Institut national de normalisation et de la propriété industrielle qui veille sur toutes les actions concernant la normalisation, la qualité des produits et services et la protection de la propriété industrielle qui est demandée pour tout ce qui est innovation, tout ce qui est brevet et ce genre de choses. Pour tout ce qui appuie aussi, on a les structures de recherche. Et les structures de recherche en Tunisie sont très riches et se composent essentiellement
du système universitaire, des établissements publics de recherche, des centres techniques, des technopoles et des pôles de compétitivité. Juste quelques chiffres sur les universités en Tunisie. 2015, 13 universités, à peu près 200 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, 37 écoles doctorales, dont environ 10 000 doctorants inscrits, 277 laboratoires de recherche, 304 unités de recherche, 70 unités du service commun pour la recherche. Vous voyez comment cette diversité, tout ce qui est universitaire. En plus, pour accompagner un peu l'innovation, il y a les établissements publics de recherche, il y a panoplie, par exemple dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables, il y a CRTN, il y a d'autres types d'établissements publics pour l'eau, pour la santé, l'Institut Pasteur, il y a pour l'environnement, la CITED, donc il y a panoplie d'établissements publics à caractère pour enhancer la recherche. Les associations scientifiques aussi qui prêtent main dans le domaine de recherche et d'innovation, il y en a une centaine. Les centres techniques qui accompagnent l'innovation et accompagnent les entreprises pour réaliser ou pour tester toute innovation, tester les équipements, tester tous les matériaux fabriqués ou réalisés aussi. Il y a dans le domaine électrique, dans le domaine du bois, dans le domaine chimique, dans presque tous les domaines d'activité industrielle en Tunisie. Aussi, on trouve les technopoles. Ces technopoles qui englobent un peu, ce sont des pôles de compétitivité et qui englobent plusieurs pôles en Tunisie, presque par chaque région, chaque gouvernorat, il y a un pôle spécifique d'une technologie bien déterminée ou d'une filière bien déterminée pour un peu accompagner l'implantation des projets innovants. Après, on trouve comme structure d'appui les pépinières d'entreprise. Et ce sont des pépinières qui ont été créées en Tunisie à partir de 1999 pour un peu entourer ou accompagner les projets, les start-up, les projets innovants à se mettre en place dans un environnement bien garni de tous les intervenants, que ce soit promotion, que ce soit financement, que ce soit recherche-développement, que ce soit institutionnel aussi. Aussi, dans les structures d'appui dans le secteur de l'innovation, on trouve les centres d'affaires qui exercent les activités pour but de faciliter un peu la réalisation des projets innovants et d'offrir les services nécessaires aux promoteurs et investisseurs pour le lancement de leurs projets et leur entreprise. C'est le panoplie de toutes les structures après d'appui pour la mise en place ou pour la création un peu de projets innovants. Puis on passe pour les programmes d'appui mis en Tunisie. On trouve le premier programme, c'est le programme de mise à niveau, le PMN. C'est l'objectif, les principaux objectifs, c'est l'amélioration de positionnement de la compétitivité des entreprises et leur capacité d'adaptation. Mais parmi les instruments de mise à niveau existants, spécifiques pour l'innovation, ce sont des primes accordées au titre des investissements dans les activités R&D ou des associations de projets innovants. On trouve deuxièmement dans les programmes d'appui, il y a les programmes d'appui à la compétitivité des entreprises et la facilitation de l'accès au marché. Ce projet a pour mission de soutenir la compétitivité des entreprises tunisiennes et faciliter l'accès de leurs produits et services au marché international. Ce programme met ainsi à la disposition des entreprises une large panoplie d'actions qui seront mises en œuvre avec l'assistance technique
et l'encadrement d'experts nationaux et internationaux de renommée. Aussi, c'est un peu financer les centres techniques pour pouvoir après avoir les capacités techniques de test et de suivi de projets innovants. Le troisième programme d'appui à l'innovation, le projet d'appui au système de recherche d'innovation PASSRI, c'est un projet qui a l'ambition d'apporter des solutions aux principaux problèmes identifiés au niveau des différents acteurs de la chaîne d'innovation, partant de l'entreprise qui est en relation directe avec le marché de la consommation et de l'emploi, et en arrivant à l'unité de recherche qui accumule la connaissance scientifique et technique, en passant par tous les éventails des intervenants institutionnels, administratifs, financiers, techniques et universitaires, qui sont supposés appuyer la transformation de la connaissance technique en produits ou services tangibles. Maintenant, on a vu les programmes, les structures d'appui. Maintenant, on arrive, troisième chose de la chaîne de valeur de l'innovation, c'est le financement. Et la Tunisie a mis un panoplie de mécanismes. Je commence par les incitations à la création d'entreprises innovantes. Il y a le Fonds commun de placement à risque, INTEC, qui finance un peu des projets à fort contenu technologique. Il y a le Fonds de promotion de la décentralisation industrielle FOPRODI et qui a aussi pour but la création d'une nouvelle génération de promoteurs et essentiellement des promoteurs innovants. Il y a le régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication, qui soutient des projets dont les activités innovantes et à forte valeur ajoutée. Et aussi le fonds d'amorçage, qui est un mécanisme de financement qui intervient en fonds propres dès le départ dans des entreprises innovantes en création et qui présente un fort potentiel de concurrence avant la phase même du démarrage effectif du projet. Aussi, on a les incitations à la recherche, où il y a les programmes de recherche fédérés, qui mobilisent un peu les compétences et la création de synergies entre les structures de recherche et leurs partenaires publics et privés. Déjà, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie était un porteur d'un programme de recherche fédérée dans la maîtrise de l'énergie, que ce soit efficacité ou énergie renouvelable, chauffe-eau solaire, éolien, grid code, chauffage de l'eau, dessalement, ce genre de programme lié à l'énergie et à la maîtrise de l'énergie. On trouve les programmes d'encouragement des jeunes chercheurs pour ouvrir aux doctorants des conditions encourageantes. Il y a les primes d'investissement en recherche et développement, les PIRT, où ça se traduit par une subvention aux entreprises publiques ou privées qui s'associent aux scientifiques pour l'accès à la veille technologique et l'innovation. Il y a les investissements technologiques prioritaires qui permettent à l'entreprise d'acquérir une technologie avancée. Aussi, il y a les incitations à la coopération entre entreprises et structures de recherche. Ce sont des programmes nationaux de recherche et d'innovation, PNRI. Il y a déjà, on est en cours d'un projet pour la mise en place d'un pont d'essai pour les onduleurs des systèmes photovoltaïques. Donc, c'est partenariat privé-public avec un centre technique. Donc, ce genre de programme permet d'adapter les ressources humaines et technologiques des structures de recherche publiques aux besoins des sociétés tunisiennes, notamment les PME, dans le domaine d'éthique, et renforce la collaboration entre le secteur industriel et celui de la recherche dans le domaine de l'innovation. Et ces projets sont toujours associés à un centre technique. Il y a le fonds de valorisation des résultats de recherche. Ce fonds est destiné aux chercheurs en laboratoire qui s'associent à une société industrielle pour une durée déterminée. Et il favorise un peu le transfert d'innovations qui peuvent déboucher sur une exploitation industrielle. Donc, enfin, vous voyez un peu la cartographie du système national d'innovation en Tunisie, en tous les intervenants.
J'ai oublié de citer un peu dans les structures d'appui, il y a les clusters, il y a le cluster mécatronique, mais il y a aussi le cluster énergie renouvelable. Il y a la coopération internationale, ce genre de projet de partenariat européen, des partenariats euroméditerranéens aussi qui permettent d'initier ou d'élever un peu le niveau de collaboration dans le domaine de l'innovation. Donc, la Tunisie met le point sur l'innovation comme un pilier de développement stratégique. Et aussi met le point aussi dans la coopération sud-sud, mais la coopération euro-méditerranéenne. Et merci. Grazie a lei. Adesso darei la parola alla signora Fadila Borgamnemi, spero di aver pronunciato bene il nome, che è della Commissione europea, capo unità aggiunto per la cooperazione internazionale della DG Ricerca e Innovazione. Prego, anche lei una decina di minuti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du groupe Maghreb, chers collègues, chers amis, tout d'abord un mot de remerciement au nom de la Commission européenne de nous donner l'occasion de venir dire aujourd'hui quelques mots devant cette honorable Assemblée, quelques mots sur le projet Maghreb et quelques mots sur les perspectives à venir. Perspectives que je me propose sur lesquelles je me propose de réfléchir avec vous sur la base de notre stratégie, la stratégie de l'Union européenne en matière de coopération scientifique Euromed, à propos de laquelle j'aimerais vous dire quelques mots. Alors tout d'abord, et comme vous le savez, la coopération avec les pays du pourtour sud de la Méditerranée est pour l'Union européenne d'une importance stratégique, à la fois pour sa politique extérieure et pour sa politique interne. La réponse, vous le savez, de l'Union aux événements dans les pays arabes a consisté en un nouveau partenariat, en un partenariat renouvelé, basé sur 3 piliers. L'un de ces piliers, c'est le développement économique, environnemental et social, autrement dit, le développement sociétal. Or, nous considérons à l'Union européenne que la recherche scientifique, la technologie et l'innovation qui en découlent constituent un moteur de la croissance économique et sociale, constituent un moteur du développement durable, d'où d'ailleurs l'objectif que nous nous sommes fixés d'investir 3% de notre PIB dans la recherche et la technologie. Considérons que ce qui vaut pour la rive nord de la Méditerranée devrait aussi valoir pour sa rive sud. La DG Recherche et Innovation a lancé un certain nombre d'initiatives dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de l'innovation avec ses voisins du Sud, dont votre projet, que nous venons aujourd'hui saluer en quelque sorte, à savoir Maghreb, qui a, comme vous le savez, été soutenu par le précédent programme cadre de développement technologique et européen, à savoir FP7. Maghreb est un RTOI, vous le savez parfaitement, je vous le rappelle, RTOI pour Research to Innovation, l'idée étant, comme cela a été rappelé en introduction par Claude, l'idée étant de permettre la mise sur le marché des produits de la recherche, l'idée étant de relier la recherche à l'innovation. C'est une préoccupation qui était la vôtre dans Maghreb et, je vous le rappelle, qui est aujourd'hui au cœur du nouveau programme cadre de recherche et de développement technologique, le programme actuel, à savoir Horizon 2020. Nous considérons, permettez-moi de vous le dire, ce projet comme une réussite. Ce projet qui, dans l'esprit de l'Institut européen d'innovation et de technologie, encourage l'émergence d'environnements favorables à l'innovation dans le domaine des énergies propres, tout en améliorant ce potentiel sur la scène internationale avec ses principaux partenaires en Tunisie et au Maroc. Maghreb a adopté une approche holistique, une approche globale, en participant au renforcement des connaissances R&D, bien entendu, mais aussi en soutenant le renforcement des capacités scientifiques, des besoins dans le domaine des énergies propres dans la région et en encourageant l'émergence de start-up par des projets communs.
Nous avons financé, dans le cadre du 7e PC, 13 projets Airtway. C'est pas grand-chose, et comme l'a rappelé Claude Ayache, ce sont de petits projets, pas très importants en termes de budget, moins de 2 millions d'euros en général. 7 projets ont été financés sur la rive sud de la Méditerranée. Les autres ont été financés du côté est, donc du voisinage. Laissez-moi vous dire que, sur l'ensemble de ces projets Airtway, 7 start-up, j'en discutais encore tout à l'heure avec mon collègue Alberto Soracci, 7 start-up ont émergé et 2 brevets ont été déposés. Eh bien, je trouve que pour quelques petits projets qui finalement ont un budget somme toute assez modeste, c'est un résultat qui n'est pas mal du tout et qui mérite d'être mentionné. Magrenov a joué le jeu de la coopération et des synergies. Vous avez en effet collaboré avec l'ensemble des Airtway dans la région. Je peux citer votre collaboration avec le Airtway Marais, par exemple Mediterranean Activities for Research and Innovation in the Energy Sector. Je peux citer votre grande coopération avec Etrera 2020 et d'autres, pour ne citer que cela. Mais là, 2 projets qui se concentrent eux aussi sur les énergies propres en Méditerranée. Et non content de vous mettre en rapport, de vous coordonner, de travailler en collaboration avec les Airtway, Magrenov s'est également rapproché et s'est coordonné avec d'autres types de projets, tels que les Inconet, et notamment, bien évidemment, pour la région qui nous concerne, l'ancienne Inconet Mira et l'actuel Inconet Medspring, tels que les Eranet, pour la région qui nous concerne, le projet Eranet Med, qui a publié avec succès 2 grands appels à propositions et l'énergie faisait partie de ces appels. Je vous rappelle que les Eranet sont aidés au début par la Commission européenne, mais sont appelés ensuite à publier leurs propres appels. Nous sommes là quand même au 2e appel qui, si ma mémoire est bonne, a atteint 13 millions d'euros, qui viennent et des États membres et de leurs partenaires de l'autre côté de la Méditerranée, donc plutôt un bon résultat. Et vous avez également collaboré avec d'autres projets plus ambitieux, tels que RealCop, tels que Eurosun Med, avec qui vous avez d'ailleurs signé un protocole d'accord. Inutile, je crois, de développer trop sur l'intérêt de ces rapprochements. Collecte des données en commun, augmentation de la masse critique, impact accru de la recherche, dissémination conjointe des résultats de la recherche, réseau d'information partagé et élargi, etc., etc., etc. Magrenov a clairement adopté l'approche soutenue par l'Union européenne, celle des échanges d'informations, celle de la coopération, celle du clustering, celle d'une intégration plus accrue pour un impact plus important. Après ces quelques mots sur Magrenov en tant que tel, et je vous le redis, du point de vue de la DG Recherche, nous considérons que ce fut et que ça continue à être un bon projet. La question qui se pose maintenant, évidemment, c'est quid de l'avenir. Alors, je voudrais ici évoquer quelques pistes avec vous. Il ne s'agit bien évidemment que de pistes. La première, nous nous trouvons au Parlement européen, et je ne peux que évoquer bien évidemment l'union de l'énergie pour laquelle le Parlement européen a beaucoup œuvré avec le nouvel accord de Paris sur la décarbonisation de décembre 2015. Comme vous le savez, cet accord porte en lui une reconnaissance toute particulière du rôle des technologies dans l'accélération de la transition énergétique nécessaire pour répondre aux défis de demain. Et vous savez que cet accord porte également en lui l'engagement à transférer ces technologies dans le monde de manière générale et donc de l'autre côté de la Méditerranée pour ce qui nous concerne. Nous pensons que le potentiel pour une coopération plus accrue avec la région Med est là. Nous pensons qu'il y a lieu de s'atteler au suivi de la COP 21. Vous savez très bien que la COP 22 se tiendra donc en novembre à Marrakech, et nous pensions qu'il y a lieu là d'avoir une réflexion sur effectivement le suivi de cette COP 21 en emmenant avec nous les partenaires de la rive sud de la Méditerranée. Donc, je voudrais vous faire passer un message pour dire qu'il faut continuer les progrès accomplis jusqu'ici. Comment faire ? Quelques mots de plus. Comment faisons-nous, nous,
à notre tout petit niveau, à la DG Recherche et Innovation, pour essayer finalement d'encourager, de booster cette coopération scientifique et technologique Euromed. Laissez-moi vous dire que entre FP7 et H2020, au jour d'aujourd'hui, et H2020 n'est pas terminé, nous avons encore 3 ans de bon travail, nous l'espérons, devant nous, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près, plus ou moins, ce sont des chiffres à la louche, mais nous avons à peu près 650 organismes publics et privés du pourtour sud, je parle du sud, de la Méditerranée, qui ont participé aux 2 programmes cadres et qui ont bénéficié du programme cadre. Pour arriver à ce résultat qui est bon, qui est une masse critique sérieuse, qu'il faut bien entendu approfondir encore, mais qui, ma foi, est plutôt positif, comment faire ? Eh bien, notre première action, c'est d'encourager nos partenaires à participer aux appels à propositions d'Horizon 2020. Horizon 2020, je vous le rappelle, le programme cadre européen de recherche et de développement technologique de l'Union européenne est ouvert aux pays tiers. Un certain nombre d'appels vont s'ouvrir très prochainement. Je vous encourage très fortement à les tenir à l'œil et à vous tenir prêts. Vous dire également que nous entretenons avec nos partenaires de la rive sud de la Méditerranée un dialogue qui soutient et qui structure notre coopération avec eux. Et ce dialogue se mène de manière bilatérale et de manière régionale. Alors, au niveau bilatéral, sachez que nous avons des accords de coopération scientifique et technologique avec un certain nombre de pays, au Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, mais également d'autres pays proches, l'Égypte et la Jordanie. Laissez-moi préciser également que la Tunisie, qui a un accord de coopération scientifique et technologique, est passée depuis à un autre statut, puisque la Tunisie a signé en décembre dernier un accord d'association au programme européen. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Ces accords sont le point d'orgue du dialogue politique que nous entretenons avec les pays de la région. Ils encadrent, ils facilitent et ils renforcent la coopération avec la communauté scientifique de ces pays et entre les chercheurs. Au dialogue bilatéral s'ajoute le dialogue régional. Pour ce dialogue régional, nous avons un instrument, nous avons un forum. Claude en a parlé, c'est le fameux groupe Euromed des hauts représentants en sciences et en technologie, anciennement connu sous le nom de MOCO. Ce groupe se réunit de manière annuelle. La dernière réunion a eu lieu en novembre dernier pour discuter des priorités communes en sciences, en technologie et en innovation. L'UFM et la Ligue arabe siègent également au sein de ce groupe dans lequel siègent les directeurs généraux de la recherche européens et leurs homologues, leurs partenaires de la rive sud de la Méditerranée. Au niveau régional comme au niveau bilatéral, ces dialogues sont soutenus par des projets que nous finançons, que nous soutenons. Je voudrais ici attirer votre attention sur un projet au niveau régional qui pourrait vous intéresser. Claude, vous l'avez évoqué, il s'agit de PRIMA pour Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area. PRIMA est une initiative basée sur l'article 185 du traité. Sans être trop exhaustive sur cette affaire-là, juste vous dire que c'est un très beau projet qui est basé sur une participation équitable de part et d'autre, des partenaires nord et des partenaires sud de la Méditerranée qui ont décidé de se mettre ensemble pour décider ensemble d'un programme qu'ils vont dessiner ensemble. Et on va là vers l'intégration de programmes nationaux de recherche. Je dois être très honnête avec vous, et bien entendu, beaucoup d'entre vous le savent déjà, PRIMA est bien entendu aujourd'hui focalisé sur 2 secteurs de la recherche agronomique d'une part et les questions de la gestion de l'eau d'autre part. PRIMA est dans le pipeline depuis déjà quelques années, mais je suis heureuse de vous annoncer que la consultation interservices de PRIMA est en voie de se terminer et que nous avons toutes les raisons de croire que PRIMA sera vraisemblablement on aura vraisemblablement une décision du collège des commissaires avant la fin de l'année 2016. Alors vous m'avez entendu, 2 thématiques, food and water, oui, mais
Vous savez parfaitement, parce que vous êtes en rapport avec pas mal de chercheurs qui travaillent sur la question de Prima, que la question de l'énergie avait été abordée dès le début, dans la fameuse notion du nexus, et qu'il y a tout lieu de penser que cette question pourrait tout à fait, au fur et à mesure des réflexions, être intégrée à un moment ou à un autre dans Prima. Dernier point sur lequel je voudrais insister avec vous aussi comme une piste. Comment nous y prenons-nous pour essayer de booster la coopération Euromed? Eh bien, nous nous y prenons aussi en essayant de coordonner les instruments de la politique du voisinage avec ceux de la politique de la recherche et de l'innovation. Je vous le rappelle, oui, le programme cadre est le plus grand programme au monde en sciences et en technologie, c'est vrai. Oui, le programme cadre est ouvert. C'est vrai aussi, mais le programme cadre est basé sur deux principes fédérateurs, et sans lesquels on ne peut rien. L'un est l'excellence scientifique, l'autre est la concurrence. Et donc cela veut dire que pour pouvoir participer au programme cadre et surtout être sélectionné, eh bien, il faut être parmi les meilleurs. Ce qui veut dire que s'il y a un besoin d'investissement dans les capacités de recherche, soit pour les créer, soit pour les renforcer, eh bien, il y a un besoin de considérer que la science, la technologie et l'innovation sont des facteurs à part entière du développement économique et social et qu'à partir de là, la politique du voisinage doit en tenir compte et investir dans la création des capacités scientifiques là où elles sont absentes, dans le renforcement là où elles existent. Nous avons des exemples. Ça n'est pas nouveau. Nous l'avons déjà fait. Ça a été d'ailleurs évoqué. Nous l'avons fait en Égypte avec un programme qui s'appelle le RDI pour Research, Development and Innovation qui a été financé par la DG Voisinage. Nous l'avons fait en Tunisie avec le PASSRI qui a été évoqué, le programme d'appui au système de recherche et d'innovation nationale. Nous l'avons également fait en Jordanie, en moindre mesure au Maroc. C'est le type, je crois, d'approche qu'il faut renforcer et c'est, je crois, dans ce sens que doit se mener la réflexion sur le futur de Maghreb 9, compte tenu des autres projets qui sont financés par la Commission, par la DG NIR, bien entendu, mais aussi par la DG DEVCO, dans le but de développer, in fine, une approche cohérente où les financements communautaires sont maximisés grâce à la complémentarité des actions des uns et des autres. Alors j'allais dire, il y a là pas mal de travail, de homework, comme disent nos amis britanniques, pour vous, et je dois dire qu'il y a aussi pas mal de travail, de homework, pour nous, à l'Union européenne. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et bien entendu à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles avec mes collègues de la Commission européenne qui sont également présents et pourront répondre aux questions d'ordre plus technique. Merci. Grazie, grazie. E adesso darei la parola per l'ultimo intervento al signor Bad Ikken, direttore generale dell'IRSEN in Marocco. 10 minuti. 10 minutes. Monsieur le Président, honorable assistance, je souhaiterais tout d'abord m'excuser pour mon retard. Je viens d'arriver du Maroc et puis je me suis retrouvé au niveau de la Commission européenne, puis j'ai compris qu'il y avait la Commission européenne, un bâtiment, et que le bâtiment du Parlement européen était un peu plus loin. Donc encore une fois, j'en suis désolé. Et Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Je souhaiterais très brièvement parler de la situation actuelle au Maroc concernant les énergies renouvelables et l'innovation et la recherche dans ce domaine. Et comme je n'ai que 10 minutes, je ne vais pas trop m'attarder sur tous les programmes, mais j'aimerais aussi prendre un exemple placatif pour montrer comment, vous l'avez dit, Madame Bourrenmi, comment un petit projet pouvait vraiment avoir un impact très très fort, et c'est ce que je souhaitais vous présenter. Donc là, très très rapidement, s'il vous plaît, très très rapidement, je souhaitais quand même parler d'un point ou insister sur un point, c'est le fait que le Maroc a décidé, en raison d'une dépendance très très forte en ce qui concerne son énergie, l'énergie primaire importée et l'électricité, la décision
d'arriver à l'horizon de 2030 à 52% de puissance installée de sources renouvelables. Donc ça implique, cela signifie qu'à partir de 2030, nous allons avoir une capacité ENR plus importante ou une puissance installée de sources renouvelables plus importante que la puissance de sources fossiles. Donc ça, c'est un pari, c'est un défi que nous sommes en train, que nous souhaitons réussir. Et dans ce contexte-là, je vous en prie, dans ce contexte-là, il y a plusieurs programmes qui ont été lancés. Donc il y a un programme solaire très très important, une première grande centrale qui est là opérationnelle, d'autres centrales sont en train de suivre, plusieurs projets également éoliens importants, une consolidation également du réseau hydraulique, donc un souhait de développer, de contribuer à diminuer les gaz à effet de serre à travers de l'atténuation, à travers les énergies renouvelables. Et dans ce contexte-là, pour nous, c'était très très important de penser également au développement technologique. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des technologies qui avancent très très vite, et si ce n'est que, si nous n'avions à penser qu'à l'exploitation et à la maintenance, il est important d'être capable de le faire. Et puis aussi, on s'est dit, c'est l'opportunité, c'est formidable de consommer vert, mais on souhaiterait également développer vert, développer avec les partenaires, développer vert. Et dans cet écosystème, tout au centre, il y a la recherche et développement. Et je souhaitais, donc j'ai pris un transparent, vous montrer le positionnement de l'Union européenne, quelques exemples de grandes structures de recherche françaises, espagnoles, allemandes, donc plusieurs structures, mais aussi au niveau à l'international, et puis comparer avec le Maroc. Ce que je souhaitais vous présenter ou vous dire, c'est qu'on constate que le financement, bien évidemment, est limité. Le Maroc investit 0,8% de son PIB. Il y a bien évidemment aussi la question de l'efficience des fonds alloués et aussi tous les aspects qui peuvent permettre de passer de la recherche à l'innovation. Mais ce qu'on constate, c'est les derniers maillons de la chaîne de valeur, c'est que il y a très très peu, on est plutôt dans de la conception, très très peu de réalisation, un peu de valorisation et presque pas d'incubation. Et en ce qui concerne les types de R&D, vous avez plutôt à plus de 90% seulement de la recherche fondamentale, très peu de recherche appliquée et puis presque pas de recherche préopérationnelle et de recherche opérationnelle. Et donc pour nous, il fallait répondre à ce besoin. Il y a eu cette opportunité, puis je vais vous le montrer à travers le projet Magrénov, où on a commencé à nous inspirer de ce modèle qui avait ce triangle magique, le triptyque, la formation, la recherche et développement, l'innovation, et puis aussi ce terme business creation. Alors on a commencé en même temps qu'on travaillait sur le projet Magrénov et en même temps qu'on répondait aux attentes et aux work packages, nous étions en train d'essayer de trouver des solutions que nous allions implémenter au Maroc pour essayer de consolider ces maillons de la chaîne. Et nous avons, à travers aussi la structure que je dirige, développé deux instruments, celui du financement de projets de recherche, et là on s'est dit il est nécessaire, obligatoire d'impliquer des structures de recherche et en même temps des entreprises, ce qui ne se faisait pas au Maroc. Donc dès le départ, essayer d'utiliser l'instrument financement pour les pousser à travailler ensemble et aussi de dire comment avoir des infrastructures de recherche pour couvrir ces derniers maillons de la chaîne de valeur de la recherche et développement qui sont la recherche appliquée, la recherche préopérationnelle et opérationnelle. Et donc là, nous avons développé une première infrastructure qui est une infrastructure qui est finalisée, c'est le Green Energy Park, avec des laboratoires de recherche de pointe dans le domaine du solaire thermique, dans le domaine du solaire photovoltaïque. Et il y a des plateformes de caractérisation, de testing, de validation et des projets pilotes. Donc le souhait était de passer de la recherche fondamentale jusqu'au pilote, jusqu'à la validation, ce qui aujourd'hui intéresse dans la dynamique que nous sommes en train de vivre au Maroc et ce développement des énergies renouvelables, c'est ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui les entreprises qui sont en train de se positionner et donc tout doucement on remonte la chaîne de valeur. Donc cette structure a été créée
Alors là, rapidement, vous voyez la plateforme. Cette plateforme a profité du projet Magrénov sur un volet macro en ce qui concerne la stratégie, le développement, les activités, puisqu'il y a une infrastructure, il y a le financement, les appels à projets, comme ce qu'on a fait ensuite conjointement dans le cadre de Magrénov. Et cette plateforme a aussi profité indirectement d'autres projets FP7, puisque des projets tels que RealCop, etc., les résultats sont, et les développements, les pilotes sont installés aussi au niveau de cette plateforme. Donc il y a aussi de l'argent de la Commission européenne qui a servi aussi à co-développer cette plateforme qui sert aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure d'exemples, je souhaiterais aussi citer des exemples. Il y a aujourd'hui des petites start-up européennes, françaises, espagnoles, qui valident leurs prototypes au niveau de la plateforme, qui développent leurs prototypes au niveau aussi de cette plateforme. Donc on voit vraiment une grande complémentarité. Et donc là, je reprends le triptyque que vous voyez en haut, le cœur du projet Magrénov, qui a été repris au niveau de cette infrastructure. En ce qui concerne la formation, il y a eu un master donc là qu'on a initié qui démarre ce mois-ci avec une université marocaine à Marrakech, avec le CIEMAT, avec des partenaires espagnols, l'IRSL, le Green Energy Park et d'autres masters qui sont en cours là de validation et ensuite d'accréditation qui vont démarrer l'année prochaine. Et ça va continuer toujours avec ce partenariat Nord-Sud. Il y a eu plusieurs projets donc, qui ont été également développés. Ce sont des exemples que vous voyez à gauche. Tous sont des exemples de projets collaboratifs impliquant des universités, des entreprises, mais toujours des structures du Nord et des structures du Sud. Et ce que l'on voit en bas à droite, au niveau de la business creation, ce sont des start-up autour de structures mobiles modulaires pour le traitement des eaux saumâtres et pour le dessalement de l'eau, des petites start-up pour utiliser le Fresnel linéaire, qui est une technologie de solaire à concentration, mais pas pour produire de l'électricité, mais pour d'autres applications industrielles, produire de la chaleur, climatiser un bâtiment, où là aussi, ils sont en train de développer une sorte de séchoir agricole, et donc tout cela a émané, je ne vais pas dire que ça n'a pas été financé par le projet Magrénov, mais une très forte inspiration qui a permis de développer un modèle réel. Et donc sur la base de ce modèle, aujourd'hui, nous sommes en train de développer, il y a ce souhait de développer un réseau. Une deuxième plateforme qui est celle du le Green Building Park pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les réseaux intelligents. On va lancer les travaux l'année prochaine. Ça sera annoncé pendant la COP22 à Marrakech. Une troisième plateforme pour le Nexus eau-énergie, alors surtout les énergies renouvelables pour le traitement de l'eau, sera également lancée en 2000. Enfin, les activités et les travaux commenceront en 2018. Et puis une autre plateforme pour tout ce qui est biomasse, bioénergie. Et donc toujours sur le même modèle, le partenariat entre les universités, les centres de recherche, toute la chaîne de valeur, en focalisant aussi sur les derniers maillons de la chaîne de valeur et en partenariat avec les industries. Et donc les deux derniers transparents. Donc pour répondre, il y a une priorisation par rapport à des sujets importants au Maroc. Il y aura ces plateformes qui vont être mises en place et là on espère avoir encore plus de collaboration avec le Nord. Aujourd'hui, au niveau du Green Energy Park, nous avons une plateforme de caractérisation de modules photovoltaïques que nous avons co-développée avec Fraunhofer. Et c'est une infrastructure qui est marocaine et allemande, d'Iresen et de Fraunhofer. On mène des tests aujourd'hui pour des entreprises européennes, américaines, et ils sont menés conjointement. Et sur le même modèle, on souhaiterait également développer et avoir une très forte coopération entre le Nord et le Sud en ce qui concerne les autres plateformes, puisque vous savez, c'est aussi une question de conditions climatiques. Les entreprises en Europe qui souhaitent développer, je prends l'exemple de modules photovoltaïques, des modules photovoltaïques pour l'Afrique, pour les régions du Sud, les régions arides, semi-arides, ont besoin d'avoir des infrastructures de caractérisation, de développement dans des zones aussi qui sont arides et semi-arides. Et en ce qui concerne le financement, donc là, il y a eu, sur les 5 ans de financement que nous avons menés, il y a eu 10 appels à projets, 40 projets ont été financés, 540 chercheurs ont été financés, impliqués. Je souhaite également
insister sur le fait que nous avons aussi financé 20 universités européennes, 16 entreprises européennes ont été cofinancées et ça a été formidable parce que ça permet le vrai transfert de savoir-faire et un transfert technologique. Et de ce partenariat, il y a même 2 start-up qui ont découlé, on va dire des petites joint ventures qui ont vu le jour. Et nous sommes aujourd'hui en train de préparer le programme de 2017 à 2021 et nous serions très heureux, ça serait très pertinent de pouvoir, là nous allons presque doubler les budgets, nous allons rajouter la partie incubation, des appels à projets également pour l'incubation parce qu'il faut consolider cette partie et nous serons vraiment très contents, fiers, honorés de pouvoir et arriver à cofinancer dans le cadre de projets et de programmes conjoints. Alors, dernier slide. Donc, je pense qu'il serait plus que pertinent, je reprends le modèle, le triptyque de Magrenov, les formations donc, qui pourraient être développées entre des structures du Nord et du Sud, ça c'est quelque chose d'extraordinaire qui va vraiment consolider. On est à la veille de la COP22, on parle de transfert technologique, comment pousser les pays du Sud aussi à adopter ces nouvelles technologies. Eh bien, il faut un soutien, c'est la meilleure manière de le faire. Le lancement conjoint d'appels à projets, là encore, je ne vois que des avantages pour booster les projets collaboratifs et impliquer encore plus de chercheurs et d'entreprises. Et puis, je pense aussi qu'il serait pertinent de développer des plateformes de recherche mutualisées, ce qui permettra vraiment d'innover, de permettre aux institutions, aux entreprises européennes d'innover tout en répondant aux besoins des pays du Sud et aux marchés du Sud qui sont en train de se développer. Donc voilà un peu ce que je souhaitais partager avec vous. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans le détail, mais j'ai pris cet exemple pour montrer d'une manière placative quel a été un impact indirect et très positif du projet Magrenov. Je vous remercie pour votre attention. Grazie. Intanto ringrazio tutti gli intervenuti. Noi abbiamo di fatto esaurito questa prima parte della sessione, la prima parte istituzionale in cui abbiamo voluto presentare sostanzialmente il progetto Magrenov, poi ovviamente ci sarà una seconda sessione dopo la pausa caffè per gli approfondimenti tecnici, dando anche quindi la possibilità a coloro che sono intervenuti di poter interloquire. In conclusione quello che posso dire è che la cooperazione energetica rappresenta uno dei temi centrali nelle relazioni euro-mediterranee e io sono sempre di più convinto che occorra un po' ripensare le politiche anche alla luce degli impianti che si stanno determinando dal punto di vista tecnologico e soprattutto di fronte ai cambiamenti che si stanno introducendo dal punto di vista anche geopolitico sia a livello regionale sia a livello globale. Come diceva la rappresentante della Commissione, io credo che la politica europea di vicinato offre oggettivamente lo spazio perché questi progetti possano impattare positivamente a partire da questo progetto che è un'utile occasione, un'opportunità per rilanciare una politica di innovazione e di partenariato e, se mi è permesso dire, anche aiutare una politica di integrazione regionale magrebina della quale si sente un urgente bisogno. Ringrazio davvero coloro che sono intervenuti. Adesso vi propongo una pausa caffè. Per quanto riguarda la delegazione Maghreb si riunirà la prossima volta il 29 di settembre. E grazie e poi dopo la pausa caffè riprendiamo con la seconda sessione per ulteriori approfondimenti tecnici. Grazie a tutti.